Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite du cours des lois de l'induction, sur le cas dit de Lorentz, donc qui est le cas où on va étudier des conducteurs mobiles dans un champ magnétique fixe. Et donc, ce cas-là va être très important, car ce sera un cas qui sera associé à tout ce qui concerne les convertisseurs de puissance électromécanique. Alors, qu'est-ce qu'on imagine derrière les convertisseurs de puissance électromécanique? Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir soit des générateurs, soit des moteurs. Alors les générateurs vont être là pour transformer une puissance mécanique en puissance électrique. Et donc là, on pense tout de suite, comme exemple, à un alternateur. En effet, l'alternateur est le dispositif qui permet de transformer une puissance mécanique en puissance électrique. L'autre application à laquelle on va penser assez vite aussi, c'est les moteurs, qui vont, eux, transformer une puissance électrique en puissance mécanique. Donc ici, n'importe quel moteur électrique, finalement, fera l'affaire. Alors, ce qui va être très intéressant avec cette étude, c'est que le champ d'application lié à l'alternateur est le champ d'application qui permet de générer un pourcentage énorme de l'électricité mondiale. Pourquoi? Parce que les alternateurs sont présents dans les éoliennes, sont présents dans les centrales nucléaires, sont présents dans les barrages hydroélectriques, et c'est déjà pas mal. Donc en gros, l'idée c'est que l'alternateur se cache derrière toute production d'électricité au cours de laquelle on a besoin de convertir une énergie mécanique, une énergie liée à un mouvement, alors que ce soit un mouvement lié à un écoulement de vapeur sous pression que ce créé par une centrale nucléaire, une centrale thermique, que ce soit un mouvement d'une masse d'air liée par créé par des différences de pression entre deux zones du globe, donc les éoliennes, que ce soit un mouvement lié à celui d'une masse d'eau qui descend, qui dévale une différence d'énergie potentielle de pesanteur, et qui donc sous cet effet gagne de l'énergie cinétique. Dans tous les cas, on va finir par mettre ce fluide en mouvement en contact avec une pièce tournante, et cette pièce tournante va finir par permettre de convertir de l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Pour ce qui est des moteurs, c'est le processus inverse qui est mis en place. Et donc il y a une chose très importante, c'est que dans tous les cas, la puissance mécanique fournie par les actions de la place est l'opposé de la puissance fournie par la force électromotrice ou FEM induite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien c'est quelque chose d'assez important, parce que ça veut dire que le taux de conversion théorique de puissance est de 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en gros, théoriquement, il n'y a pas de perte lorsqu'on utilise ce moyen de conversion de puissance. Or, est-ce qu'on croise souvent ce genre de dispositif? Si on réfléchit par exemple à un rendement de moteur thermique, on voit que le rendement maximal théorique est de toute façon inférieur à 1. Donc là, on voit finalement qu'on a ici un moyen théorique de créer un taux de conversion à 1 ici. On n'a pas de limitation liée à la théorie elle-même. Et donc ça, c'est intéressant parce que on est face à un dispositif ici qui peut permettre des conversions d'énergie avec un bon taux de conversion. Et donc, comme je l'ai dit, c'est justement l'alternateur, donc l'une des applications principales de cette configuration que l'on va étudier maintenant. Alors, on va se baser dans toute la suite sur l'expérience la plus classique que l'on a déjà croisée, c'est l'expérience des rails de Laplace. Et on va essayer de voir comment les rails de Laplace fonctionnent, que ce soit en moteur ou en générateur. Alors on va commencer par étudier les rails de Laplace qui fonctionnent en générateur. Donc s'ils fonctionnent en générateur, ça veut dire qu'ils vont convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique.
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce dispositif de rail de Laplace? Eh bien, on sait comment ça fonctionne. On va avoir un circuit de résistance R, on nous l'indique dans l'énoncé, plongé dans un champ magnétique Alors on va le placer ici arbitrairement selon plus EZ. On va arbitrairement repérer le mouvement du rail, enfin le mouvement de la barre mobile posée sur les rails grâce à l'axe des X. Et on va dire que eh bien, un opérateur exerce une force qui va entraîner le rail vers la droite. Et donc on va avoir deux points de contact, M et N, entre les rails et la barre conductrice. Hop. Alors, donc là on fait un petit schéma de la situation que l'on va étudier par la suite. Alors, ici donc on sait que le système que l'on va étudier d'un point de vue mécanique, ce sera la barre mobile. Mn de masse M. Et donc là, on va considérer que le plan OXY qu'on a représenté ici, c'est le plan horizontal. Alors, première question, on nous demande le flux du champ magnétique au travers du circuit, puis la FEM induite. Donc si on veut déterminer le flux du champ magnétique au travers du circuit, il faut qu'on oriente la surface du circuit. Ici, le plus simple pour orienter la surface du circuit, c'est de placer arbitrairement l'intensité I. On se retrouve donc avec un vecteur surface, S, qui est lui aussi selon plus UZ. Alors le vecteur surface, qu'est-ce qu'il vaudra? Eh bien, si on admet qu'on a ici une largeur A fixe, eh bien, on sait que là, on aura X qui va servir à repérer l'abscisse de la barre. Et donc, on va pouvoir dire, très simplement, que le flux du champ magnétique B au travers de la surface du circuit, avec B uniforme, ce sera B scalaire le vecteur surface, ce qui vaudra B fois A fois X, avec B qui vaudra le vecteur B sur UZ, et le vecteur surface qui vaut A fois X sur UZ. Le vecteur surface étant évidemment orienté à partir de la règle de la main droite. Règle de la main droite que l'on peut établir grâce à l'orientation choisie pour le cours. Donc là, on obtient le flux magnétique à tout instant. Ensuite, grâce à la loi de Faraday, on va déterminer la FEM induite dans ce circuit. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que E vaudra moins dφ sur dt. Moins dφ sur dt, ça vaudra moins BA x point, autrement dit moins BA fois la vitesse de la barre. Donc ici, on peut dire que la barre, au niveau mécanique, va être repérée par son abscisse x, et donc sa vitesse v sera repérée par x point ux.
Donc ici, on a obtenu la FEM induite. Alors, maintenant que l'on a obtenu la FEM induite, on peut s'intéresser au circuit électrique équivalent qui va nous donner l'équation électrique qui dirige le système. Donc on sait qu'on va avoir une équation donc liée au circuit électrique équivalent du système que l'on est en train d'étudier. Alors, le circuit électrique équivalent, de quoi est-ce qu'il va se composer? Eh bien ici, on va avoir E comme ceci, l'intensité I et une résistance R. Et puis, c'est tout. Donc là, j'ai un circuit électrique équivalent qui va être relativement simple. Car on ne précise pas qu'il y a de phénomènes d'auto-induction. Alors c'est logique ici, en tout cas que le phénomène d'auto-induction soit négligeable, dans la mesure où on a une seule spire. Et on sait que si on veut des phénomènes d'auto-induction largement mesurables, il faut des circuits à plusieurs centaines, plusieurs milliers de spires. Souvent. En tout cas, plusieurs spires, pour renforcer les effets. Et donc ici, la loi des mailles, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, elle nous dit que E vaut UR, donc que E vaut RI, qui vaut moins BA fois la vitesse. Donc la loi des mailles nous donne ce qu'on va appeler l'équation électrique du système. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire instantanément? C'est que si V est positive, I est négative, et si I, l'intensité est négative, eh bien le champ magnétique créé par le circuit, en réponse à la force exercée par l'opérateur, sera opposé au champ magnétique extérieur. Donc ici, le champ magnétique induit créé par le circuit sera selon moins UZ. Si la vitesse est négative, l'intensité sera positive et B induit sera selon plus UZ. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire instantanément? On peut dire que l'induction va créer un phénomène qui s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance. Si la force de l'opérateur tire la barre vers la droite, le flux tend à augmenter. Si le flux tend à augmenter, l'intensité créée dans le circuit sera négative, ce qui va créer un champ qui tend à diminuer le flux. Si la vitesse est inférieure à 0, c'est-à-dire que l'opérateur tire la barre vers la gauche, l'intensité va devenir positive, ce qui va créer un champ induit qui tend à augmenter le flux. Donc si la force fait diminuer le flux, l'induction fait augmenter le flux. Si la force fait augmenter le flux, l'induction la fait diminuer. Donc ici, la loi modératrice de Lenz est vérifiée. Donc pensez toujours à vérifier, quand vous étudiez un phénomène d'induction, que la loi qualitative de Lenz est vérifiée. Alors, maintenant on nous demande de déterminer l'équation mécanique du système. Alors là, il faut se baser sur un des théorèmes, enfin, une des lois de la mécanique. Ici, le plus simple, comme on a affaire directement à des forces et pas à des couples, ce sera de s'intéresser au principe fondamental de la dynamique. Alors ici, on savait déjà qu'on étudiait la barre mobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Alors, pour trouver l'équation mécanique, on aura donc besoin d'effectuer un bilan des forces.
Alors, que nous dit le bilan des forces ici? Eh bien, il nous dit que l'on va avoir le poids et la réaction des rails sur la barre qui se compensent. La réaction normale ici. Et donc, il va nous rester uniquement comme force la force de la place. Alors, la force de la place, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, la force de la place, elle vaut l'intégrale pour aller de M à N, vu le sens d'orientation de I dl, vectoriel B. Alors, que vaut dl lorsqu'on se déplace le long de cette barre? D'après le schéma, on voit que dl est selon plus uy. Donc dl, ce sera dy uy. B, on l'a dit, il vaut B selon uz. uy vectoriel uz nous donne assez simplement ux. Donc ici, on va obtenir que la force de la place vaut, on va tout mettre en évidence ici, dl vaut dy uy, b qui vaut b sur uz, et donc la force de la place eh bien, vaudra i qui sort de l'intégrale, on va supposer voilà, que i est la même en tout point du conducteur, ce qui est valable tant qu'on vérifie la RQS, fois l'intégrale de m à n de dy uy vectoriel b uz. Donc ici, on va obtenir i intégrale de m à n de b dy ux. B est une constante aussi. Donc on finit par obtenir que la force de la place vaut I. Quand on intègre dy de m à n, eh bien on obtient A. Donc I à B sur ux. Donc ici on obtient la force de la place. Cette force de la place, elle va venir se combiner avec la force exercée par l'opérateur. Alors ici, on sait que F de l'opérateur, c'est FOP sur UX. Donc le principe fondamental de la dynamique, nous amène à l'idée que la masse fois l'accélération du système vaut la force de la place plus la force exercée par l'opérateur. L'accélération, alors si on autorise uniquement le mouvement de la barre sur UX, on sait que ce sera x point UX soit v point UX. Donc finalement, en projection sur l'axe OX, on va obtenir le fait que m v point vaut la force exercée par l'opérateur plus I fois A fois B. Alors ici, j'ai obtenu ce qu'on peut appeler, hop, je vais changer de couleur pour bien le mettre en évidence. Ici, j'ai obtenu ce qu'on appelle l'équation mécanique du système. Précédemment, j'avais obtenu ce qu'on appelle l'équation électrique du système. En combinant l'équation électrique et l'équation mécanique, eh bien, je vais finir par résoudre ces deux équations. Donc là, j'ai l'équation mécanique.
changer de couleur ici. Ouais, ça sera peut-être plus lisible. Donc ici, j'obtiens un système de deux équations différentielles. Dont la résolution va me permettre de déterminer complètement l'état du système. mdv sur dt qui vaudra FOP plus IAB, combiné avec RI vaut moins BAV. Donc là, vous voyez assez facilement comment on va résoudre le système. On va déterminer V grâce à l'équation mécanique, puis on va réinjecter V dans l'équation électrique pour obtenir I. Et grâce à l'obtention de V et I, eh bien, on aura obtenu l'évolution de toutes les grandeurs physiques intéressantes pour décrire l'état du système. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je l'ai dit, on a obtenu un système d'équations différentielles. Donc, on sait ici que I vaudra moins BAV sur la résistance, tandis que M dV sur dt vaudra I fois B fois 1 plus la force exercée par l'opérateur. Donc finalement, on obtient que pour l'équation mécanique, M dV sur dt vaut I fois B fois A fois B fois A sur R fois moins, etc. Donc en remplaçant I par moins BAV sur R, j'obtiens moins B carré A carré sur R fois V plus F OP. Je retransforme encore un petit peu cette équation. Je divise notamment par M. Je passe tous les termes en V du même côté. Je vais finir par obtenir D de V sur dt plus B carré A carré sur M fois R fois la vitesse vaut FOP, la force exercée par l'opérateur a priori constante, sur M. Donc là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu pour V une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second ordre. Donc je vais pouvoir poser deux choses ici en analysant cette équation différentielle. Donc ici, du premier ordre. Eh bien, je vois que je peux poser ceci comme étant égal à une constante de temps, à l'inverse d'une constante de temps. Pourquoi? Parce que ici j'ai une vitesse sur un temps, ce qui me fait une accélération, une force sur une masse, ce qui me fait une accélération, ici une vitesse, donc ici j'ai forcément l'inverse d'un temps. Donc ici je vais poser le temps caractéristique taux qui va valoir mr sur b au carré a au carré. Deuxième chose que je peux analyser dans cette équation différentielle, le terme en FOP sur M. Alors qu'est-ce que je peux dire ici? Si je me place en régime permanent, je vais avoir 1 sur taux fois V, limite, qui vaudra FOP sur M. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Ici, j'ai simplement
j'ai simplement supposé qu'en régime permanent, le transitoire était terminé, donc que la dérivée de la vitesse par rapport au temps était nulle. Dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? Et j'obtiens une vitesse limite qui vaut f de l'opérateur fois taux sur la masse m. Donc ici, j'obtiens ce qu'on appelle la vitesse limite. Alors, si vous vous rappelez bien de ce qu'on a vu déjà précédemment, on a vu l'expérience des rails de Laplace, et on a vu que si on supposait qu'on attendait suffisamment longtemps, on finissait par avoir une vitesse infinie, avec l'étude incomplète faite dans le chapitre précédent. Donc là, vous voyez pourquoi elle était fausse, cette étude, parce qu'ici, on voit qu'on n'avait pas pris en compte la variation de flux du champ magnétique au travers du circuit, qui a pour effet de s'opposer justement à l'évolution du flux. Donc, si le flux augmente, la force de... le phénomène d'induction dans le circuit va s'opposer à cette augmentation de flux, et donc va agir comme une force de frottement. Alors, ici, donc si on résout cette équation différentielle, on peut la passer sous forme canonique avant si on veut d'ailleurs, donc sous forme canonique, on va finir par obtenir que dv sur dt plus 1 sur taux fois v vaut 1 sur taux fois v limite. Et ceci, ça va nous donner que les solutions sont de la forme v de t qui vaudra a fois exponentielle moins t sur taux plus v limite. Donc somme de la solution de l'équation homogène plus somme de la solution particulière. Grâce aux conditions initiales, je détermine A. Je sais que V de 0, je vais poser V de 0 égale 0. Donc 0 vaudra A plus V limite. Et je vais donc en déduire que V de t vaudra V limite facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Ce qui va me donner une vitesse qui va tendre vers la valeur V limite en partant d'une valeur nulle. Et donc ici, ce que je peux dire, c'est qu'en régime permanent, le mouvement de la barre sera rectiligne uniforme. Dans la mesure où on sait que la vitesse tend vers V limite. Donc ici, on sait que ce sera à la vitesse V limite. On peut représenter graphiquement l'évolution de la vitesse. On a affaire à un transitoire du premier ordre, tout ce qu'on a de plus classique. Hop, V. On positionne V limite. Hop, et on va avoir ici un transitoire qui va nous amener vers cette valeur-là. Ok. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire donc que si la vitesse prend cette valeur-là, l'intensité va, elle, évoluer de la manière suivante. Alors l'intensité, on voit ici que c'est moins BAV sur R.
ce qui va nous donner I de t qui vaudra moins BA fois la vitesse limite sur R fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'intensité sera inférieure à 0 si la vitesse limite est supérieure à 0. Donc là on retrouve le principe que l'on avait en tête depuis le début, le fait que l'induction s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance. Alors, dernière chose qu'on va nous demander sur ce type d'exercice, un bilan de puissance. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire pour générer le bilan de puissance? Eh bien, on va prendre l'équation mécanique et donc si c'est le principe fondamental de la dynamique, on sait qu'on va le multiplier scalairement par V. Donc on va multiplier l'équation obtenue en projection directement par la vitesse. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, m d de v sur dt fois v vaut FOP fois v plus IAB fois v. Alors, on va détailler ce qu'est chaque terme. Le terme en m d de v sur dt, on sait ce que c'est. On sait que c'est d de l'énergie cinétique de la barre par rapport au temps. En rappelant que l'énergie cinétique de la barre, évidemment, vaut 1/2 de mv carré. FOP fois v, eh bien on sait que c'est la puissance mécanique fournie par l'opérateur au système. Il nous reste IAB fois V. IAB fois V, eh bien ce sera la puissance des actions de Laplace. Donc ici on a la puissance des actions de Laplace, la puissance associée à la force de l'opérateur, donc la puissance fournie par l'opérateur, et ici la variation, enfin la dérivée d'énergie cinétique de la barre par rapport au temps. Donc ici on a un premier bilan de puissance qui est un bilan de puissance mécanique. On va combiner à ce premier bilan de puissance mécanique un deuxième bilan de puissance qui va être un bilan de puissance électrique. Alors comment est-ce qu'on obtient un bilan de puissance électrique? Eh bien, on multiplie la loi d'Émaille en termes de tension par I. On va récupérer la loi d'Émaille, donc l'équation électrique, RI vaut moins BAV. Ok. Donc ici, on va avoir RI carré égale moins BAV fois I. Maintenant, on va essayer d'interpréter chaque terme. Alors, RI carré, qu'est-ce que c'est? RI carré, c'est la puissance reçue par la résistance, puis dissipée par effet Joule. Donc ici, on peut dire dissipée par effet Joule. Il va me rester moins BAV fois I. Et moins BAV fois I, eh bien, par définition, je sais que c'est
l'énergie, la puissance, dérivée de l'énergie par rapport au temps, fournie par la force électromotrice, donc PFEM. Donc ça, ce sera la puissance associée à la FEM induite. Et donc, si je veux faire un bilan de puissance globale, eh bien, je constate deux choses. Je vais constater, comme prévu, que la puissance des actions de Laplace vaut moins la puissance associée à la FEM. Donc là, tout se déroule comme prévu. C'est-à-dire que j'ai une conversion totale de la puissance mécanique en puissance électrique. Et plus généralement, eh bien, si je fais la somme de tous les termes ici, eh bien, je vais constater que f de l'opérateur fois v, en fait je vais sommer cette ligne et cette ligne, simplement, eh bien, je vais constater que f op fois v vaut DEC sur dt plus RI carré. Donc là, j'ai simplement sommé les termes de droite et de gauche des deux. Alors, que signifie ce bilan de puissance globale? Ça signifie que la puissance fournie par l'opérateur sert à la fois à créer le mouvement de la barre et à créer de l'énergie thermique par effet Joule dans la résistance. Donc ici, toute la puissance fournie par l'opérateur sert soit à créer du mouvement, soit à être dissipée par effet Joule dans le circuit. Donc, la puissance fournie par l'opérateur crée le mouvement de la barre. Et est dissipée par effet Joule. Alors, là on a traité déjà un premier exercice type, le cas où on est en train de travailler avec un rail de Laplace en générateur. Là, qu'est-ce qu'on a vu finalement? On a vu que si un opérateur exerce une force sur une barre conductrice insérée dans un circuit, on crée l'apparition d'une intensité dans ce circuit. Donc, en gros, l'idée c'est la force fait bouger la barre. Dans la mesure où le circuit est plongé dans un champ magnétique, le mouvement de la barre crée une variation de flux. Cette variation de flux crée l'apparition d'une FEM induite qui implique le passage d'un courant dans le circuit qui va s'opposer à la variation de flux de départ. Voilà le phénomène d'induction utilisé pour créer un générateur électrique. Or ici, c'est quelque chose d'assez basique. On applique une force qui crée un mouvement de translation, et ce mouvement de translation génère l'apparition d'un courant. On imagine bien que ce qui sera plus compact et plus utilisé en pratique, ce sera des mouvements de rotation, ce qui va permettre aux éléments mécaniques de rester sur place et de tourner autour d'axes, ce qui va créer beaucoup plus de compacité pour les systèmes. On va voir maintenant un autre cas d'école, toujours lié au rail de Laplace. Le cas où les rails de Laplace fonctionnent en moteur. Alors ici, on va reprendre le cas précédent, donc on prend des rails de Laplace. Mais ici, la différence, c'est qu'on va alimenter le circuit de résistance R avec un générateur de tension à vide E. Donc on reprend le dispositif précédent, un peu de choses près. Axe des Y, un rail, deux rails, hop, axe des X,
axe des Z, le champ magnétique B qui sort de la surface du circuit, le rail, enfin les deux rails qui supportent la barre mobile, la barre mobile qui est au contact via les points M et N avec les rails, un générateur de tension à vide E. Alors ici, on va déjà réfléchir à l'orientation de l'intensité. Si on veut orienter le vecteur surface selon plus UZ, eh bien on va orienter la tension à vide E vers le bas. Ce qui nous permet d'avoir un vecteur surface sortant. Vous voyez, on applique la règle de la main droite, on enroule la main autour du vecteur surface. Et on va avoir aussi dans ce circuit eh bien, une résistance R. Ok. Une fois schématisé la situation, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par chercher le flux du champ magnétique et la FEM. Donc, vous voyez, on part toujours sur la même logique. On a un phénomène d'induction qui va apparaître. On cherche à définir le flux du champ magnétique extérieur au travers du circuit. Ensuite, on essaye de définir la FEM à partir de l'opposé de cette variation de flux. Alors ici, le flux, eh bien, ce sera B scalaire S, ce qui vaudra ici B fois A fois X, en suivant exactement le même calcul que précédemment. Donc la loi de Laplace va nous donner la FEM induite, E, qui vaudra moins dφ sur dt. Donc il vaudra ici moins B fois A fois V. Bon, ça c'est le début, c'est systématique. Alors, une fois qu'on a obtenu ceci, on va essayer de déterminer l'équation électrique du système. Pour ce qui est de l'équation électrique, ça va être simple. On sait qu'on va passer par un schéma électrique équivalent. Alors, le schéma électrique équivalent, quels éléments est-ce qu'il va faire apparaître? Eh bien déjà, le générateur E, qui était déjà là avant, de tension à vide E. L'autre générateur, qui est le générateur induit, et la résistance. L'intensité I étant orientée comme sur le schéma du dessus. Donc ici, on va avoir, en plus du générateur déjà présent dans le circuit, le générateur induit de tension à vide petit e. Alors, la loi des mailles va à ce moment-là nous donner que E plus petit e vaut R fois I. E plus petit e vaut R fois I. Et donc, ici, je vais obtenir que R fois I vaut E moins BA fois V. Soit I, ou alors on peut le laisser comme ça, I qui vaudra E moins B fois A fois V sur grand R. Donc ce qu'on va appeler ici l'équation électrique du dispositif, ce sera l'équation découlant de la loi des mailles que l'on a trouvée ici. En plus de cette équation électrique, il va nous falloir une équation mécanique. Alors l'équation mécanique ici, elle va être obtenue à partir du principe fondamental de la dynamique. Donc on sait que le système étudié est la barre, donc de masse m,
dans le référentiel terrestre supposé galiléen, et au niveau du bilan des forces, si le système de rails de Laplace est horizontal, ce qui est encore le cas, on va avoir P et la réaction normale qui se compensent, ce qui va nous laisser le champ libre pour calculer la force de Laplace. Donc ce qui sera encore l'intégrale de M à N de I dl vectoriel B donc l'intégrale de M à N de I dl vectoriel B. Ce qui fait, alors ici je vais vous présenter une alternative au calcul du produit vectoriel, on utilise la règle des trois doigts de la main droite. On se rappelle, F pour le majeur, B et I, ce qui nous fait FBI comme Federal Bureau of Investigation, avec un accent, si possible différent de l'accent nord-finistérien. Alors, donc, ici on sait que I est orienté vers le haut sur la portion de circuit MN. Donc là, on va orienter le pouce vers le haut. B est orienté vers nous. Donc la force de Laplace va pousser le rail vers la droite. Donc là, vous voyez, simplement, j'ai utilisé pouce, index majeur. IBF. Donc ici, j'obtiens la force de Laplace. Qui vaudra, et bien à ce moment-là, directement, I fois A fois B sur EX. Alors ce que je vous invite à faire au moins au début, quand vous n'êtes pas très à l'aise, eh bien c'est combiner les deux méthodes. C'est-à-dire faire d'un côté le produit vectoriel et de l'autre, vérifier avec la règle des trois doigts de la main droite que ça fonctionne. Une fois que vous serez plus à l'aise, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'aller vite sur ce type de questions. L'objectif ici est de le faire bien les premières fois, d'être bien rodé, de bien savoir dans quel piège ne pas tomber, pour le faire correctement et de plus en plus vite par la suite. Le principe fondamental de la dynamique ensuite nous dit que masse fois accélération de la barre vaut la force de Laplace, donc qui vaudra IAB sur EX. Alors, ici, tout simplement, on va finir par obtenir l'équation mécanique m dv sur dt en projection sur EX, qui vaudra IAB. Alors ici, on pourrait se dire, ça y est, on a trouvé une équation mécanique qui me donne une accélération constante. Ce serait oublier un petit peu vite que l'intensité peut évoluer au cours du mouvement. Donc là, on a déterminé l'équation mécanique, que l'on va devoir coupler à l'équation électrique pour décrire proprement le système. Donc là, on a l'équation mécanique, là, on a l'équation électrique, et le couplage des deux va nous permettre de décrire le système, qui est un convertisseur électromécanique, et qui donc nécessite de base une équation de chaque catégorie. Alors, ici on va se lancer dans la résolution, en posant au départ le système de deux équations. Donc on a d'un côté m dv sur dt qui vaut I fois A fois B, de l'autre on a RI qui vaut E moins BAV. Ou alors E qui vaudra RI plus BAV au choix. Donc, en isolant I dans la première équation et en réinjectant dans la seconde, on va toujours partir de cette logique-là, on finit par obtenir que dv sur dt plus A carré B carré sur M fois R fois V vaudra A fois B fois grand E
sur m. Alors là, je me suis plus servi évidemment de cette équation-là. I vaut grand E sur R moins BAV sur R. Sur M fois R. Hop. Donc là, je vais pouvoir déjà résoudre le cas de la vitesse. Je vais pouvoir déterminer l'évolution de la vitesse au cours du temps. Une fois que j'aurai déterminé l'expression de la vitesse au cours du temps, je vais pouvoir réinjecter dans l'autre équation pour trouver l'évolution de l'intensité au cours du temps. Donc ici, sous forme canonique, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, dv sur dt plus 1 sur τ fois la vitesse, qui vaudra 1 sur τ fois la vitesse limite. Alors, chose assez rigolote ici, on retrouve encore une configuration du premier ordre pour la vitesse, avec une vitesse limite qui sera atteinte au bout d'un temps caractéristique du système. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du régime transitoire, on aura encore affaire à un mouvement de translation rectiligne uniforme. Alors là, vous voyez encore plus pourquoi l'étude du chapitre précédent était fausse, parce que là, on a repris exactement la même étude. On a vu, là, que l'induction allait avoir pour effet de limiter la valeur de l'intensité dans le circuit. En effet, le phénomène d'induction s'oppose à l'augmentation du flux lié à la force de la place, et en s'opposant à cette augmentation de flux, ça va tout simplement comment on va dire ça? Ça va tout simplement limiter la valeur de vitesse que le système peut atteindre. Alors, ici, on va analyser un petit peu les termes dans l'équation différentielle. Donc on sait que taux, c'est a carré fois b carré sur m fois r. Et on voit que la vitesse limite, ce sera a fois b fois e sur mr fois mr sur a carré b carré. Donc il va nous rester e sur a fois b. Alors, hop, ici on a la vitesse limite, et ici on a le temps. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on peut très facilement analyser dimensionnellement cette vitesse limite. On a E, une tension, sur A, une distance. Tension sur distance, donc tension sur une longueur, divisé par, ici, un champ magnétique. Or, on sait, d'après l'expression de la force de Lorentz, F de Lorentz égale Q, E plus V vectoriel B, que le produit de V par B a la même dimension qu'un champ électrique. Et on sait que U sur L, c'est la dimension d'un champ électrique. Donc ici, on a bien la vitesse limite qui a la dimension d'un champ électrique sur un champ magnétique. Et un champ électrique sur un champ magnétique, c'est une vitesse. Donc là, on a trouvé par analyse dimensionnelle que la vitesse limite avait bien la bonne dimension. Alors, ici, il nous reste à résoudre les équations. Après avoir tout passé sous forme canonique, identifier une constante de temps et une vitesse limite. Et donc, ici, les solutions, ça va être de la forme v de t qui vaudra a fois exponentielle moins t sur taux plus la vitesse limite. Si on prend comme condition initiale v de 0 égale 0 égale a plus v limite, on va trouver que v de t vaudra v limite fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc on va retrouver
exactement la même conclusion que précédemment, en régime permanent, le mouvement sera rectiligne uniforme. Alors, ce qui va changer, parce que là on va se dire pourquoi on a fait deux exercices différents pour arriver à des résultats complètement identiques, eh bien ce qui va changer ici, c'est l'intensité. Dans le cas précédent, on voyait que l'intensité se stabilisait sur une valeur limite inférieure à 0, ce qui créait un générateur dans le circuit. On va voir qu'ici l'intensité se stabilise sur une valeur différente. Pourquoi? Parce qu'on a I qui vaut E moins BAV sur R. Or, je sais que V c'est V limite fois 1 moins exponentielle moins t sur tau, avec V limite qui vaut grand E sur AB. Ok. Donc en combinant tout ceci, je finis par obtenir que I de t vaudra E sur R exponentielle moins t sur tau. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ici, je vais avoir l'intensité qui finit à une valeur nulle quand t tend vers plus l'infini. Donc je pars d'une valeur E sur R, et l'intensité décroît exponentiellement pour atteindre une valeur nulle. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire en régime permanent? Eh bien que je vais avoir un mouvement rectiligne uniforme avec l'intensité qui se sera littéralement annulée. Et donc si l'intensité s'est annulée, eh bien c'est bien que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est elle aussi annulée. Donc là, finalement, qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien ça signifie que le phénomène d'induction n'existe que le temps du transitoire, c'est-à-dire que le temps que la vitesse se stabilise. Et donc, quand la vitesse de la barre se stabilise, l'intensité va devenir nulle. Et donc, si l'intensité devient nulle, ça veut dire que la FEM induite, ici, compense exactement l'action du générateur. Donc là, on peut arriver à cette conclusion. En régime permanent, la force électromotrice induite compense exactement l'action du générateur. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais au départ de l'énergie électrique, fournie par le générateur. À l'arrivée, j'ai obtenu le mouvement d'une barre sur deux rails parallèles. Donc j'ai converti de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc là, en réalisant un bilan de puissance sur le système, c'est ce qu'on va trouver. Alors le bilan de puissance, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner, pour la partie mécanique, donc on rappelle, on prend le principe fondamental de la dynamique, md de v sur dt fois v vaut IAB fois v. Et on interprète chaque terme. Donc ici, on va avoir DEC sur dt qui vaut IAB fois v. Alors très simplement, DEC sur dt, eh bien, c'est la dérivée de l'énergie cinétique
de la barre. Donc EC ici, ce sera l'énergie cinétique de la barre. IAB fois V, eh bien ça on sait ce que c'est. C'est la puissance des actions de la place. Pour ce qui est de l'équation électrique, eh bien pour l'équation électrique, on va avoir la loi des mailles que l'on va multiplier par I. Alors, pour l'équation électrique, ça va être un petit peu plus compliqué que la fois précédente. Parce qu'on va avoir, alors je remonte un tout petit peu, E égale RI plus BAV. Donc ici, je dis E fois I moins BAV fois I égale RI carré. Alors pourquoi est-ce que j'ai placé ceci de ce côté-là? Pour avoir la puissance associée à la FEM induite. Donc il faut que je la place dans le bilan de puissance du côté des générateurs. Donc là, j'ai la puissance fournie par le générateur. Ici, j'ai la puissance fournie par la FEM induite. Donc on va appeler PFEM. Et pour finir, bien ici je vais avoir la puissance reçue par la résistance et dissipée par effet Joule. Alors, là j'ai fait un bilan de puissance électrique et un bilan de puissance mécanique. Je vais maintenant basculer sur un bilan de puissance globale. Alors ici sur un bilan de puissance globale, je vais avoir IAB fois V qui vaut la puissance des réactions de Laplace qui vaut moins IAB fois V qui vaut la puissance associée à la FEM. Donc je vais avoir la puissance des actions de Laplace qui vaut moins la puissance associée à la FEM. Donc ça encore, on retrouve ce résultat général. Et l'autre bilan que l'on peut effectuer, c'est le fait que DEC sur DT donc, vaut IAB fois V. Donc ici, EI moins DEC sur DT vaut RI carré. Donc je vais obtenir, avec l'autre bilan de puissance finalement, EI moins EI égale plus DEC sur DT. Je passe ça de l'autre côté. Plus RI carré. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a conversion totale de la puissance électrique associée à la FEM en puissance mécanique, et que donc la puissance fournie par le générateur sert soit à mettre en mouvement la barre, soit est une puissance dissipée par effet Joule. Donc pensez toujours, quand on vous demande à faire des bilans de puissance, au fait que vous avez besoin, pour étudier des phénomènes d'induction électromécanique, d'une équation mécanique et d'une équation électrique.
et que le vrai bilan de puissance complet se fait par la combinaison de ces deux bilans de puissance. Alors, pour l'instant, on a étudié le dispositif des rails de Laplace, c'est-à-dire que l'on s'est arrêté sur des mouvements uniquement de translation. Alors, c'est bien d'étudier des cas d'école, mais on se doute que dans la plupart des machines utilisées à échelle industrielle, ce ne sera pas des mouvements de translation qui vont être mis en place. On réfléchit à la plupart des moteurs, on va avoir des pistons avec des bielles, des vilebrequins, etc. et des alternateurs, ce genre de dispositifs, et tout ça, ça va être en gros des dispositifs qui vont tourner autour d'un axe fixe. Donc on va avoir dans l'idée que plutôt que d'utiliser des forces, on va souvent utiliser des moments de force qui vont être associés aux actions de Laplace. Et ce sera ces moments de force qui vont créer non plus un mouvement de translation, mais un mouvement de rotation d'un système autour d'un axe. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est simplement les moyens les plus compacts de créer des mouvements. Et si on a besoin de convertir de la translation, enfin de la rotation en translation, eh bien un système de bielle plus vilebrequin fera simplement l'affaire. Alors ici, un petit exercice. Donc on nous donne un pendule pesant qui est constitué d'une tige conductrice fixée par l'une de ses extrémités au point O grâce à une liaison pivot. On suppose la liaison pivot parfaite. Cette tige est susceptible de glisser sans frottement le long d'un rail circulaire, c'est le rail qui est là, conducteur de rayon R0 et de centre O. Le circuit électrique est fermé par une seconde barre fixe, donc la barre qui est ici, formant l'angle θ0 avec la verticale. La barre mobile est repérée grâce à l'angle θ formé avec la verticale. Ok, donc là, on a défini la verticale par les pointillés qui sont là. Et donc on nous dit que l'ensemble est plongé dans un champ magnétique permanent B, perpendiculaire au plan du circuit, et dans le plan de champ, et dans le champ de pesanteur terrestre G, qui est représenté ici. Et l'ensemble du circuit admet une résistance R. On va donner le moment d'inertie d'une tige, longueur R0 en rotation autour de l'une de ses extrémités, ce qui est fait là, et on demande l'équation du mouvement. Alors, ici, ce qu'on va devoir faire, évidemment, on va devoir commencer par, soit partir sur l'équation mécanique, soit partir sur un calcul de flux. Alors, ici, on va se proposer de partir sur un calcul de flux du champ magnétique au travers de la surface du circuit. Alors, pour cela, il va falloir se doter d'une orientation de l'intensité sur le circuit. Alors, vous voyez, c'est un circuit un petit peu bizarroïde ici. Dans la mesure où on va avoir la tige mobile, la tige fixe et le rail qui vont former un circuit comme ceci, de résistance R. Donc là, je choisis une orientation de I, de telle sorte que le vecteur surface sorte du circuit et soit selon plus EZ. Ensuite, je vais me doter, ça je me doute que ça va être utile, d'une base liée à l'angle θ qui est ici. Donc je vais fixer ER et Eθ assez vite. Si je fixe ER et Eθ, ça veut dire que j'ai une base cartésienne qui est associée au paramétrage du problème. Et la base cartésienne que je choisis respecte au même titre que la base cylindrique, la règle des trois doigts de la main droite. Donc c'est-à-dire que les trois vecteurs de base forment un trièdre direct. Donc ER, Eθ, EZ, si EZ sort de la feuille, je sais forcément comment orienter ER et Eθ. Et si j'ai orienté ER et Eθ, eh bien il faut que EX et EY suivent la même orientation. Ok, donc là j'ai maintenant une orientation cohérente, j'ai défini le vecteur surface, j'ai défini ER, Eθ, etc. Alors, maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir calculer le flux de B au travers de la surface du circuit. Alors la surface du circuit, elle ne va pas forcément être très simple ici à calculer. Pourquoi? Parce qu'on sait que le vecteur surface élémentaire ds,
ce sera le produit de deux distances, la distance dr fois la distance r dθ. Donc ds, ce sera r dr dθ sur ez. Si je veux calculer le flux, eh bien je vais devoir intégrer ce vecteur surface élémentaire. Alors ça, si vous avez un petit doute, hein, vous rappelez de la manière de faire. Vous savez que OM, c'est RER. DOM sur DT, c'est R.ER plus Rθ.Eθ. Donc, DOM, le vecteur déplacement élémentaire, c'est DRER plus R dθ Eθ. Et donc, si on veut générer le vecteur surface élémentaire, eh bien, on fait le produit de dr par R dθ. Voilà comment on travaille ici. Donc, on part du vecteur position, on le dérive une fois pour obtenir le vecteur vitesse, on multiplie par dt pour avoir le vecteur déplacement élémentaire. Et on sait que le produit de deux déplacements élémentaires nous donne une surface élémentaire. Donc ici, on va intégrer R de 0 à R0, et on va intégrer θ de... alors ici, on a dit l'angle de départ qui vaut θ0, et bien à l'angle θ lui-même. dθ. Donc ici, on va avoir phi qui vaudra l'intégrale de r égale 0 à r0 et de θ égale θ0 à θ de r dr dθ fois b. B est uniforme, donc on sait ici qu'il agit en tant que constante vis-à-vis de l'intégration. Donc le flux du champ magnétique, ici, ce sera B, facteur de R0 carré sur 2, j'intègre RDR, facteur de θ moins θ0. Donc avec θ0, on rappelle, hein, qui est ici inférieur à 0 au vu de la position de la barre fixe. Donc là, j'ai obtenu le flux du champ magnétique au travers de la surface du circuit. Donc là, si on veut vraiment symboliser la surface du circuit, ça peut être utile. Cette surface, c'est celle-ci. Ensuite, il va falloir établir, d'un côté, grâce à la loi de Faraday, la FEM induite, puis l'équation électrique, de l'autre, grâce à une loi de la mécanique, l'équation mécanique elle-même. Alors, ici on va y aller progressivement. Donc, la loi de Faraday, stipule que la FEM induite E vaut moins dφ sur dt. Moins dφ sur dt. Ça vaudra ici, alors B c'est une constante, R0 c'est une constante, θ0 c'est une constante. Donc vaudra moins B, R0 carré sur 2, fois θ point. Ou alors on pourrait poser θ point égale oméga avec oméga la vitesse angulaire, au choix. Alors, une fois qu'on a obtenu E, on sait que E, ça correspond dans le circuit électrique équivalent à un générateur. Donc on va obtenir l'équation électrique. Avec ici, donc, le circuit électrique équivalent qui contient le générateur de FEME ainsi que la résistance. On a l'intensité I orientée de telle sorte
que le générateur soit en convention générateur. Alors, pour obtenir l'équation électrique, eh bien derrière c'est relativement simple, il suffit d'appliquer la loi des mailles. Donc la loi des mailles ici va nous dire très simplement que E égale RI, donc finalement que moins R0 carré sur 2 fois B fois θ point vaut R fois I. Alors, on a ceci d'un côté. De l'autre côté, on va essayer d'obtenir l'équation mécanique. Alors, l'équation mécanique, on va essayer de piocher dans les connaissances que l'on a en mécanique. On voit qu'on nous indique ici qu'on a affaire à une barre fixe de moment d'inertie, Jz, qui vaut mR0 carré sur 3, par rapport à l'axe de rotation OZ. Donc, on sait qu'on va devoir sûrement utiliser le théorème du moment cinétique. Donc, évidemment, le système, eh bien, ce sera le rail de masse m et de moment d'inertie Jz, avec le centre d'inertie G qui va se trouver au milieu. Le référentiel sera terrestre supposé galiléen, et le bilan des actions mécaniques extérieures va nous permettre eh bien, de faire à la fois le bilan pour le poids. Donc ici on sait que P égale mg, ce qui va nous donner le moment par rapport à l'axe OZ de rotation du poids, qui vaudra mg fois le bras de levier. Or on sait que le poids, c'est quand c'est surchargé le schéma, là je vais peut-être en refaire un. Donc avec juste les éléments essentiels. Donc les éléments essentiels, la barre, la verticale du lieu, donc l'axe des X, l'horizontale, l'axe des Y, l'axe des Z qui vient vers nous, ER ici, Eθ ici, l'angle θ à ce niveau-là, la distance R0 entre O et l'extrémité, donc le point M, le poids qui s'exerce au niveau du centre de gravité, donc à la distance R0 sur 2, et on remarque que le bras de levier du poids se retrouve ici. Donc là on aura moins mg, R0 sur 2, sinus θ. Si on a le moindre doute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on exprime OG d'un côté. Donc OG, on sait que c'est R0 sur 2 ER. On exprime le poids de l'autre. On sait que le poids mg, ça vaudra mg fois cos θ ER moins sinus θ Eθ. Et donc on voit que eh bien, le produit vectoriel de OG par mg nous donne bien le moment attendu pour le poids. En plus du poids, on va avoir la force de la place qui va nous intéresser. Alors ici, on sait qu'arbitrairement, on a orienté I vers le haut comme ceci. On sait que le champ magnétique B
sort du plan de la figure. Donc là, l'autre grandeur qui va nous intéresser, c'est la force de la place. La force de la place, donc, qui va s'exprimer sous la forme de l'intégrale de IDL vectoriel B. Et ici, on va l'intégrer de M à O pour respecter le sens de parcours du courant. Ok. Alors, ici, soit on fait un calcul avec intégrale, soit comme le champ magnétique est uniforme, on peut aller un petit peu plus vite et directement sortir B de l'intégrale. Et à ce moment-là, ça nous donne simplement IMO vectoriel. On va se proposer maintenant de détailler un petit peu plus le calcul de la force de la place, puis de son moment. Alors, la force de la place, on va pouvoir l'exprimer grâce à l'intégrale de MAO de IDL vectoriel B. Et le moment de la force de la place, eh bien, ce sera OG vectoriel, cette force. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une force de la place qui vaut IB, l'intégrale de M à O, de DR ER, vectoriel EZ. Ici, on a moins Eθ, intégrale de O à M de dr, ça me fait moins R0. Donc finalement, j'obtiens la force de la place qui vaut IB fois moins R0 fois moins Eθ. Donc IB R0 Eθ. Ok. Si je veux le moment de cette force de la place par rapport à l'axe OZ, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais calculer OG vectoriel FL scalaire UZ. Ou alors, je vais directement identifier ici le bras de levier de la force FL. Je vois que le bras de levier, c'est OG. Donc, ici, je vais constater, soit par un calcul un petit peu long, du type OG vectoriel FL scalaire EZ, soit avec un calcul plus rapide, que j'obtiens I fois B fois R0 carré sur 2 sur EZ scalaire EZ, donc directement comme ceci. Alors, le dernier moment qu'il me reste à étudier ici, dans le bilan des actions mécaniques extérieures, eh bien ce sera le moment des actions de contact. Au niveau de la liaison pivot. Donc ici, on sait qu'ils sont nuls si la liaison est parfaite. Donc, ce qui va me rester à faire, c'est établir une loi de la physique qui va me permettre de relier les moments des forces par rapport à l'axe OZ à la vitesse angulaire de rotation. Donc là, je sais déjà que ce qui est appelé derrière tout ça, c'est le théorème du moment cinétique. Alors, que me dit le théorème du moment cinétique? Alors, pour un solide de moment d'inertie Jz en rotation autour de OZ, eh bien, j'obtiens que le moment cinétique par rapport à l'axe des Z, c'est le moment d'inertie fois θ point, donc fois la vitesse angulaire. Et donc, le théorème du moment cinétique me dit que la dérivée temporelle du moment cinétique par rapport à l'axe OZ vaut la somme des moments des forces s'appliquant
sur le solide par rapport à cet axe OZ. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Bien, j'obtiens ici que JZ fois θ point point, donc la dérivée temporelle du moment cinétique, vaut IB R0 carré sur 2 moins MG R0 sur 2 sin θ. Alors, on rappelle que l'on a vu dans l'énoncé la valeur de JZ MR0 carré sur 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir assez simplement transformer cette équation pour éventuellement obtenir une équation différentielle relative à θ. Alors, ici donc, j'ai cherché à obtenir l'équation mécanique, et je l'ai obtenue grâce au théorème du moment cinétique. Alors, telle quelle, cette équation, je ne sais pas la résoudre. Ce que je peux faire, par contre, c'est dans l'hypothèse de l'approximation des petits angles, eh bien, dans l'hypothèse de l'approximation des petits angles, faire un développement limité à l'ordre 1 de sinus θ, on va avoir sinus θ qui vaut à peu près θ, ce qui va me permettre de linéariser l'équation. Alors, derrière on me demande l'équation du mouvement, donc là ce que je peux faire instantanément, c'est remplacer I, qui était obtenu dans l'équation électrique. Alors RI, alors ici on va un peu reposer le système des deux équations, hein, ce sera le plus simple pour l'exploiter par la suite. Donc on avait RI qui vaut moins R0 carré sur 2 fois B fois θ point. Donc I qui est ici, on va pouvoir le remplacer très simplement. Et si on a cette équation électrique qui est vérifiée, eh bien l'équation mécanique va devenir très simplement que donc M R0 carré sur 3 fois θ point point vaut, donc on va tout passer du même côté, ce sera plus simple. Le I ici contenant un signe négatif, on va le passer de l'autre côté, ça va devenir un plus. B au carré R04 sur 4, 2 fois 2 fois θ point, plus mg R0 sur 2 fois θ dans l'approximation des petits angles égale 0. Je peux transformer encore un petit peu cette équation pour laisser un facteur 1 devant θ point point. Donc je vais obtenir θ point point plus R0 carré B carré sur fois 3 sur 4m. Vous voyez, les R0 là vont se simplifier, fois θ point, plus, alors mg qui va se simplifier avec m ici, hop, comme ceci, g fois 3, le R0 là va se simplifier avec le R0 carré ici, sur 2R0 fois θ égale 0. Et donc là, qu'est-ce que j'ai obtenu? En combinant l'équation électrique et l'équation mécanique, eh bien j'ai obtenu une équation d'oscillateur amorti. Alors ici, ce qui va être intéressant avec cette équation, eh bien, c'est que je vais pouvoir obtenir plusieurs modes de fonctionnement, plusieurs régimes de fonctionnement. Là, c'est la suite de la question qui est posée. Les régimes de fonctionnement observables.
Eh bien ici, si j'ai un oscillateur amorti, je vais identifier ici une pulsation propre au carré. Alors je vais faire l'identification de ce côté-ci avant de reporter toutes les grandeurs. Donc je vais identifier ici une pulsation propre au carré. Donc je peux vérifier la dimension. Et je vais identifier ici cette même pulsation propre sur un facteur de qualité. Et donc en fonction des valeurs du facteur de qualité, eh bien je vais obtenir des régimes différents. Donc ici, on sait que tout va se jouer au niveau de l'équation caractéristique. R carré plus oméga 0 sur QR plus oméga 0 carré égale 0. Et du signe du discriminant. Delta qui vaudra oméga 0 carré sur Q carré moins 4 oméga 0 carré. Donc si delta est positif, j'ai deux racines réelles distinctes. Ce qui va me donner un régime apériodique. Si delta est nul, une racine double ce qui me donne un régime critique. Retour le plus rapide par la position d'équilibre sans dépassement. Si delta est inférieur à 0, j'ai deux racines qui vont être des racines, ici, deux racines complexes. Et donc le fait que des racines admettent des parties imaginaires, ça va créer des oscillations. Et donc créer l'apparition d'un régime pseudo-périodique. Alors, si on va un petit peu plus loin maintenant dans l'interprétation physique. En fait, on constate que le phénomène d'induction, ici, c'est le phénomène qui fait apparaître l'amortissement. Donc c'est comme si l'induction créait un terme analogue à une force de frottement fluide. Et donc ça, c'est une conclusion très importante de l'exercice, au niveau de l'interprétation. L'induction fait apparaître un terme analogue à un terme de frottement fluide. Donc qu'est-ce qu'on peut réaliser grâce à de l'induction? Eh bien, on peut réaliser du freinage par induction. Alors, quel est l'intérêt du freinage par induction par rapport à toutes les autres technologies? Toutes les autres technologies utilisent des patins de frein qui vont aller au contact de la pièce mécanique en rotation. Sur le freinage par induction, point de contact mécanique nécessaire, à part pour fermer le circuit ici, dans la mesure où eh bien, ce qui va freiner la barre mobile, c'est les variations de flux. Et donc ici, eh bien, on peut imaginer que si on laisse des courants s'installer dans un matériau plein qui tourne autour d'un axe, il va se passer sensiblement la même chose. Et donc on va avoir des boucles de courant qui vont se créer, qui vont dissiper de l'énergie par effet Joule dans tous les petits circuits formés dans le matériau. Ces boucles de courant que l'on va observer en masse dans un matériau, c'est ce qu'on va appeler des courants de Foucault, AULT pour la terminaison, c'est-à-dire des courants volumiques
qui vont dissiper l'énergie mécanique. Et c'est ce dispositif de freinage qui est utilisé par exemple dans les TGV. Si vous avez assisté à une arrivée en gare de TGV, vous constatez que certaines zones du TGV à l'arrivée en gare sont hyper ventilées et dégagent malgré tout de fortes quantités de chaleur. Ces zones-là sont les zones qui contiennent les dispositifs de freinage par induction. Alors si on fait un petit bilan de puissance, là on dépasse un petit peu le cadre des questions posées, c'est toujours utile d'aller chercher tout le sens physique possible. Alors qu'est-ce qu'on constate? Si on veut effectuer un bilan de puissance mécanique, en fait je vais le faire sur une seule page. Hop, on va tout amener à la page suivante, ce sera plus sympathique. Hop. Donc si on veut réaliser un bilan de puissance, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, d'un point de vue mécanique, multiplier le théorème du moment cinétique par la vitesse angulaire de rotation, qui vaut θ point. Alors, le théorème du moment cinétique est ici. Donc, je vais obtenir JZ θ point point fois θ point, qui vaudra d sur dt de 1/2 de JZ θ point au carré, donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, qui vaudra IBR 0 carré sur 2 fois θ point, moins mg R0 sur 2 sin θ, θ point. Alors, là, on obtient, donc ici, le bilan de puissance mécanique. Le bilan de puissance électrique va s'obtenir en multipliant la loi d'Émaille par I. Et donc là, on va reprendre la loi d'Émaille moins R0 carré sur 2 B θ point fois I égale RI carré. Alors, qu'est-ce qu'on va identifier ici? MGR 0 sur 2 sin θ, θ point. Eh bien, ça, on voit que c'est moins D sur dt de moins mg R0 sur 2 cos θ plus une constante. Moins mg R0 sur 2 cos θ plus une constante. On voit que c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ce terme-là, c'est lié à la dérivée temporelle de l'énergie potentielle de pesanteur de la barre. Ici, d sur dt de 1/2 de JZ θ point carré, on en a déjà parlé, on sait que c'est la dérivée de l'énergie cinétique du pendule par rapport au temps. Et puis ici, évidemment, le dernier terme restant, c'est la puissance des actions de Laplace. Donc ici, la puissance des actions de Laplace, ça n'est plus exactement la puissance associée à la force par F scalaire V, mais la puissance associée au moment de la force par le moment de la force autour de l'axe fois la vitesse angulaire de rotation. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, on va trouver la puissance
de la FEM. Et ici, on va trouver, eh bien, comme toujours, presque, RI carré, la puissance dissipée par effet Joule. Donc, au final, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir tirer deux conclusions en faisant le bilan global. Donc, en combinant le bilan mécanique et le bilan électrique, eh bien, on arrive à une première conclusion qui est que PFEM vaut moins P Laplace, ou inversement. Et de l'autre côté, eh bien, on va trouver que DEC sur DT plus DEP sur DT, DEPP sur DT, vaut, alors, la puissance de Laplace, qui vaut moins la puissance de la FEM. Et donc ici, bien finalement, si je fais la somme, je vais réussir à prouver que DEC sur DT plus DEPP sur DT vaut moins la puissance comptée positivement dissipée par effet Joule. Alors là, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire quelque chose d'assez intéressant ici. Je viens de dire finalement que la puissance mécanique perdue par le système est totalement dissipée sous forme d'énergie thermique par effet Joule. Parce que là, qu'est-ce que je suis en train de dire avec ce bilan de puissance? Je suis en train de dire de manière très globale que DEM sur DT vaut moins P Joule. Et donc ça, c'est le principe même d'un freinage par induction. Je plonge une pièce mécanique dans un champ magnétique. Dans cette pièce mécanique, je fais en sorte qu'un courant électrique puisse circuler. Le mouvement de la pièce mécanique crée des variations de flux, parce que j'ai plongé la pièce dans un champ magnétique. On sait que l'induction s'oppose aux variations de flux. Donc si l'induction s'oppose aux variations de flux, elle va forcément s'opposer au mouvement de la pièce mécanique. Et donc s'il y a opposition au mouvement de la pièce mécanique, eh bien je crée des forces analogues à des forces de frottement. Et donc ici, l'astuce en quelque sorte, c'est que je transforme de la puissance des actions mécaniques des forces de Laplace en puissance électrique, qui elle-même sera transformée en puissance thermique par l'effet Joule dans les matériaux. Donc là, c'est un coup de billard à deux bandes, si on veut, qui nous permet de transformer de la puissance mécanique en puissance thermique. L'avantage par rapport à tous les autres dispositifs de freinage, c'est que ici, je n'use pas les pièces. En effet, je n'ai pas besoin de contact mécanique entre pièces pour dissiper la puissance. Il suffit qu'un courant puisse passer dans les pièces mécaniques elles-mêmes. Bon, après cette partie un petit peu longue, qui était constituée essentiellement, même totalement, d'exercices, eh bien ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est traiter un dernier exemple, l'exemple d'un convertisseur très utilisé également, le haut-parleur, donc transducteur électromécanique. Ici, on va partir d'un signal électrique sinusoïdal, donc un son qui sera encodé par un moyen ou un autre, qui va devenir un signal mécanique, donc des vibrations de couches d'air qui vont arriver jusqu'à nos oreilles. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer
la suite au prochain épisode.